Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est déjà à l'épisode 4 de la série reportage à la rencontre d'eux. Et ce matin, j'ai rendez-vous avec une anthropologue qui s'appelle Daphné et qui va nous parler du marché de la cosmétique ethnique. Venez avec moi. Salut Daphné, ça va? Oui, ça va et toi? Ok. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Donc du coup, je te présenterai très brièvement, mais je vais te laisser te présenter. Ok, alors, je m'appelle Daphné Bedinadé, je suis doctorante en anthropologie sociale à l'EHESS et je travaille spécifiquement sur le marché de la beauté dite ethnique en France et au Brésil. Ok, super. Bon, ma première question, c'est forcément, c'est quoi un anthropologue? Enfin, ton métier, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, l'anthropologue, c'est quelqu'un qui enquête sur le monde social et donc qui en fait s'intéresse à ce qui nous paraît évident, comme ce qui nous paraît aller de soi, et en fait qui permet d'essayer de comprendre les mécanismes, les rouages un peu des structures de nos sociétés. Et par rapport à mon objet plus spécifique, il s'agit pour moi de me poser la question, par exemple, pourquoi est-ce que le cheveu afro ou crépus n'est pas considéré comme désirable. Donc il s'agit pour moi de comprendre quels sont les mécanismes à la fois sociaux et historiques pour expliquer en fait pourquoi. D'accord. Et du coup, tu as fait une thèse sur le marché de la cosmétique ethnique en France et au Brésil. Et pourquoi tu as choisi ce sujet-là en particulier? Déjà, j'ai pas encore fini ma thèse. En fait, j'ai commencé à travailler sur ce sujet parce que j'avais fait une enquête ethnographique pour mon mémoire à Paris, où je m'intéressais particulièrement aux sociabilités dans les salons afro, antillais, mais aussi d'origine d'Afrique subsaharienne. Et en fait, c'était un moment, donc en 2010-2011, où émergeait cette question du cheveu naturel, de revalorisation du cheveu crépus et frisé. Et il me semblait que c'était un bon objet sociologique à explorer. En effet. Voilà. Comme tu sais, j'écris des livres pour enfants et mon premier livre, il est sur la thématique du cheveu crépus. Et par rapport à ce livre-là, j'avais eu énormément de retours et de témoignages de parents qui me parlaient de leur enfant et qui me parlaient d'eux-mêmes aussi, tu vois, sur la complexité qu'ils avaient avec leurs cheveux crépus par rapport aux soins et aux entretiens et surtout aussi du fait qu'ils avaient du mal à l'accepter, autant pour eux que pour leurs enfants. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en pensais? Je pense que ça fait partie d'un processus très long, historique, de dévalorisation du cheveu afro, mais je pense que il ne s'agit pas seulement du cheveu en fait. Le cheveu fait partie d'un ensemble c'est un tout. En fait, qui est lié aussi à une structure coloniale, esclavagiste, dans laquelle en fait, on a voulu aussi légitimer un système d'oppression, de domination qui passait beaucoup par le corps, en fait. Où le corps, ça a été... Comme de la femme noire. Voilà, et pas seulement de la femme, mais ça a été, en fait, on va dire, le lieu privilégié de construction, en fait, de la différence, d'une essentialisation aussi pour pouvoir asseoir ce système colonial esclavagiste et qui passait par... des marqueurs comme le cheveu, mais pas seulement, la forme de la bouche, du nez, la couleur, et qui a permis aussi de construire des hiérarchies entre les noirs. Mais ce qui est important de retenir, c'est aussi que c'est un processus, donc c'est une construction sociale et historique qui a mis beaucoup de temps en fait à s'établir. C'est-à-dire que au début de l'esclavage, on avait des travailleurs blancs qui travaillaient avec les noirs. Il n'y avait pas forcément ces distinctions, mais qui ont été en fait construites a posteriori et qui aujourd'hui ont toujours une présence dans nos sociétés contemporaines. Ouais, donc en fait, on a hérité cette pensée commune, on l'a hérité du temps colonial, du temps esclavagiste, et c'est encore valable aujourd'hui en fait, c'est encore présent aujourd'hui. Oui, c'est ça. D'accord. Même si c'est peut-être pas aussi visible dans le narratif. Justement, c'est pas visible dans le narratif comme tu dis, mais c'est dans les consciences, j'ai l'impression. Oui, et puis plus que dans les consciences, c'est aussi dans des institutions spécifiques, comme dans le marché de la beauté, on le voit très bien. Mais par exemple, le fait qu'il n'y ait pas que le cheveu afro ne soit pas inclus dans les formations officielles
de coiffure comme le CAP ou le BP coiffure. Jusqu'à présent, en 2020. Jusqu'à présent, Ouais. c'est quand même très significatif En effet. de cette exclusion, du fait que ce cheveu ne soit pas considéré comme la norme en fait. Donc, Justement. partie part de la norme. Tu vois, donc moi je voulais parler des cosmétiques avec toi, ce marché-là. Et c'est vrai qu'avant, l'invisibilité, elle était vraiment marquante et on la voyait très bien. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça a émergé. Donc on voit plein d'entrepreneurs noirs qui créent des gammes de produits pour les cheveux afro. Et moi, je voulais savoir, déjà, comme tu viens de le dire aussi, je pense que ça se rejoint, mais les vraies raisons qui font qu'on avait, pendant un long moment, pas de produits pour les cheveux crépus. Et que c'est arrivé très récemment, je dirais même une dizaine d'années en fait. Oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Je pense qu'il y a aussi en France une sorte d'impératif républicain assimilationniste, mais qui en fait se matérialise dans les faits par une citoyenneté qui est quand même très perçue comme être blanc. Donc, la norme en fait. C'est ça. Et en fait, dans ce marché, cette question de l'invisibilité est assez intéressante. Elle s'est manifestée, donc, comme je te le disais juste avant, mais dans le marché des cosmétiques et de la beauté, mais aussi dans les médias, dans les institutions, les médias sont comme les formations de coiffure. Mais ça ne veut pas dire que ce marché n'existait pas. En fait, depuis les années 70, il y a des salons qui traitent le cheveu afro. À Paris, enfin pas que à Paris, il y a eu aussi des circulations, des imports-exports, notamment avec les États-Unis, des modes aussi de traitement du cheveu privé, donc des coiffeuses qui coiffaient à domicile. Donc il y avait quand même un marché qui existait, même si c'était pas un marché visible et officiel entre guillemets. Et en fait, je pense que ce que a introduit ce qu'on appelle entre guillemets le mouvement naturel, donc qui a été permis par les réseaux sociaux, par les forums. Arrivé en courant en 2010, on va dire. Voilà. Ça a été vraiment de sortir le cheveu afro de cette sphère finalement domestique et privée pour entrer dans une sphère plutôt publique. Mais je pense que toute la question de la visibilité, ça interroge beaucoup sur aussi les structures de ce marché, des structures de domination. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a encore peu de marques très fortes qui sont qui appartiennent, qui sont présentes, qui sont dirigées par des personnes noires. Exactement, c'est vrai. Après, je pense que déjà les réseaux font leur part, tu vois, au niveau de la visibilité des produits. Il y en a pas mal aujourd'hui, hein. Honnêtement, on a du choix. Mais je me suis dit, du coup, comment on faisait avant en fait? Comment on faisait avant qu'on n'avait pas autant de choix et qu'on n'avait pas forcément les réseaux sociaux, parce que c'est très récent, Instagram, etc., c'est très récent, tu vois. Comment on faisait? Et surtout, vu qu'on manquait de produits, il n'y a pas forcément d'entretien. Donc, je pense que ça a alimenté le fait qu'on avait du mal à s'accepter et du mal à aimer nos cheveux, autant pour les adultes que forcément pour les enfants. Pour la transmission, en tout cas, ça devait être difficile. Donc, je voulais voir avec toi aussi les conséquences que cette invisibilité, on va dire, elle a eu, malgré qu'il y ait eu des produits qui existaient, si c'était pas officiel, comme tu as dit. Je pense qu'il y a eu des conséquences, en fait. Après, ce qu'on voit aussi, surtout au début de ces réseaux sociaux, c'est la transmission de savoir-faire un peu artisanaux aussi autour du cheveu afro, donc un peu ces recettes maison ça, avec des produits dits naturels. Donc ça a été quand même quelque chose et qui est assez intéressant parce que ça a construit aussi une manière de traiter le cheveu afro, des manières de nommer aussi les techniques. Donc on a vu notamment aux États-Unis avec tout ce lexique comme Big Chop, Co-Wash, etc. qui n'existait pas avant. Et c'était aussi des techniques qui ont été reprises par l'industrie cosmétique pour catégoriser finalement tout ce savoir-faire et cette manière d'appréhender le cheveu. Mais après, sur les conséquences, c'est vrai qu'il y a cette question de l'exclusion et qui est aussi très liée, en fait, qui est très genrée, c'est-à-dire qu'elle concerne beaucoup les femmes et en fait, elle se matérialise par un accès plus coûteux à la beauté, que ce soit en termes matériels, c'est-à-dire acheter un shampoing qui coûte 15 € comparé à un shampoing qui coûte 3 €. Avec le masque et l'après-shampoing. Voilà. Et l'huile aussi, le sérum. Même l'accessibilité de ces produits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter ces produits partout.
Et en fait, plus généralement, cette question d'un accès symbolique à la beauté. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que femme noire, on doit fournir des efforts supplémentaires Pour pouvoir pour s'occuper de nos se cheveux. sentir belle. Et en fait, cette question de la beauté, on voit que c'est une question politique. En fait. C'est-à-dire que c'est une question qui révèle aussi des structures sociales, raciales, genrées, économiques. Et c'est pas, en fait, la beauté, c'est pas juste à propos, c'est pas quelque chose de superficiel qui est juste à propos de la beauté. Et je crois que pour répondre à ta question, ses conséquences sur les petites filles ou les jeunes filles, ça peut être quelque chose de dramatique en fait, dans le sens où ça affecte la confiance en soi, ça aussi alimente ce sentiment d'exclusion, de ne pas faire partie de la norme. Exactement. Je pense que c'est ça, et d'où l'importance de cette transmission aux enfants sur lesquels tu travailles, et qui aujourd'hui on voit aussi avec les vidéos YouTube, et même de pères aussi qui s'occupent de leur petite fille. Donc ça c'est quelque chose qui, je pense, tend aussi à se développer et à revaloriser en fait ce rapport aux cheveux. C'est vrai, moi, je suis d'accord avec toi. C'est quoi une discrimination capillaire pour toi? Moi, je pense que c'est un terme assez intéressant parce que c'est un terme que moi j'entends depuis très peu de temps en fait, qui est assez récent, depuis peut-être l'année dernière. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a eu des lois promulguées, par exemple, ou des projets de loi à New York, où il y a vraiment eu cette définition en disant contre les discriminations liées aux coiffures, etc. Donc, en Californie aussi, il y a une loi qui est entrée en vigueur à ce niveau-là. J'ai vu ça aussi. Et au Brésil, il y a eu aussi un projet de loi d'une députée en ce sens. Donc en fait, le fait que ça entre aussi dans la loi et ça passe par ce système-là et ces institutions, ça montre que ce problème est de plus en plus perçu comme une question sociale en fait. Ouais. Et après, je pense que d'un point de vue sociologique, c'est aussi intéressant de réfléchir à cette question de la discrimination capillaire, parce qu'en fait, quand on parle de discrimination capillaire, on ne désigne pas forcément tout de suite des personnes noires en fait. On parle de la texture du cheveu, mais pour moi, c'est vraiment important de lier à d'autres marqueurs corporels comme la couleur de peau, la forme des narines, du nez, et le lier aussi à une origine ethnique, qu'elle soit réelle ou supposée. Mais pour moi, ça ne peut pas fonctionner, on va dire, tout seul, parce que finalement, une personne blanche qui aurait les cheveux crépus ne va peut-être pas subir les mêmes formes de discrimination qu'une personne noire avec les cheveux crépus. Ouais. D'accord. Mais comment t'expliques qu'il n'y ait pas de spécialiste du cheveu afro, pour en parler en France déjà? Après, je voudrais bien savoir aussi au Brésil comment ça se passe par rapport à tes recherches. Ok. Oui, en France, je pense que c'est très lié à l'histoire un peu de la coiffure tout simplement, et le fait que le cheveu soit toujours pas intégré comme en fait un élément en fait normal finalement. Et je pense que ça concerne pas non plus seulement les populations noires. J'ai vu aussi qu'il y a pas mal de mouvements de personnes d'origine maghrébine qui commencent à parler de leurs cheveux crépus et afro, donc ça c'est assez intéressant. Et je pense que c'est tout simplement aussi un contexte français qui a du mal à souligner les différences en fait. Donc, et la plupart des spécialistes du cheveu crépus, c'est des gens plutôt autodidactes, qui se sont formés à l'étranger, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc oui, je pense que ça reste une question en suspens. Et il y a quand même des personnes qui militent aujourd'hui auprès de la Fédération française de la coiffure, des coiffeurs qui sont assez engagés pour faire changer ça. Mais quand on voit aussi... j'avais une de mes enquêtées qui m'en parlait, mais du fait que la Fédération française de la coiffure est composée par des hommes blancs de plus de 50 ans, donc je pense qu'il y a ça a son importance aussi en fait. Je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment se mettre à la place de l'autre tout simplement. Oui, qu'ils ne voient pas finalement peut-être où est le problème. Ouais, alors qu'il y en a un énorme, mais clairement, d'accord. Ça explique beaucoup de choses. Je pense que c'est la même chose pour la littérature jeunesse. On parle du manque de diversité.
Pareil, je pense que les décisionnaires dans les maisons d'édition ne sont pas forcément concernés, tu vois. Donc ça joue aussi un rôle. Donc peut-être inclure plus de diversité forcément, déjà à ce niveau-là, pour qu'il y ait un changement. Oui, c'est ça, dans les sphères de décision, en fait. Je pense que c'est ça qui au-delà de la visibilité, je pense que c'est ça aussi qui est important de changer. Ouais, ça c'est sûr. Et au Brésil, ça se passe comment du coup? Au Brésil, je pense que, en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce sujet de recherche, c'est de voir comment des marqueurs corporels qu'on pense en fait aller de soi, c'est-à-dire qu'on essentialise, en fait, n'ont pas la même symbolique dans des aires géographiques différentes. Donc c'est vrai qu'au Brésil, qui est aussi une société beaucoup plus métissée, en fait, le cheveu a une plus grande importance dans la définition en fait, d'être noir. C'est-à-dire que quand on se lisse les cheveux, il y a la possibilité d'être perçu comme moins noir, voire blanc, ce qui n'est pas possible en France. Donc en fait, en France, si on a les cheveux lisses et qu'on est noir, on est toujours considéré comme noir. Donc finalement, c'est un enjeu extrêmement important en fait, que ce soit de le lisser ou de revaloriser ce cheveu. Ça a une importance très forte pour les mouvements noirs, les associations noires. Et après, en ce qui concerne le marché, c'est vrai que il y a assez peu de marques historiques. En France, on en a quelques-unes, comme Activillon par exemple, et d'autres. Hein, et au Brésil, c'est vrai que cette question déjà du cheveu lisse, en fait, a beaucoup affecté depuis les années 90, on va dire toutes les catégories de la population, où la norme était devenue le cheveu lisse, même pour des personnes blanches. Voilà, il fallait avoir le cheveu lisse. Et aujourd'hui, ça tend un peu à changer depuis 2016 environ. C'est pas que français en fait, c'est vraiment fait à l'échelle internationale. D'accord. Mais bon, ce que je vois au Brésil, dans l'industrie qui essaie de valoriser le cheveu crépus, donc c'est plutôt déjà un cheveu bouclé, mais un cheveu bouclé quand même très travaillé, avec des boucles très définies. Donc c'est vraiment le crépus. Donc il y a aussi des injonctions qui sont aussi héritées, on va dire, d'un contexte colonial, esclavagiste, où finalement la figure respectable du noir, ça devient en fait la personne métissée, quoi. Donc c'est plus le noir, vraiment noir, noir avec des cheveux crépus, tout simplement. Donc pareil, là encore, c'est déformé en fait. Ouais, donc voilà, c'est des marchés un peu différents, avec des histoires différentes, mais on voit, en fait, ce qui est important, je pense, c'est de voir comment ces marqueurs ont été construits et comment ça s'inscrit dans des contextes sociaux, géographiques différents, et que finalement, ils sont arbitraires, en fait. C'est-à-dire Complètement, mais ça c'est une question intéressante, comment ils se sont inscrits en fait. Ça c'est une question super intéressante. Et les conséquences là, c'est vrai que quand tu me dis ça, ça me paraît évident en fait. Mais je me dis que là on est en 2020, tu vois, et que les petites filles qui sont nées, je sais pas moi, il y a 7 ans, 10 ans, elles n'y connaissent rien, elles ne savent pas ce qui s'est passé avant dans l'histoire. Et pourtant elles vivent avec ces conséquences-là, qui sont encore très 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 marquées, tu vois. Malgré le fait qu'on ait évolué en soi, on a des produits, etc., tu vois. Mais ils continuent à avoir cette inconscient collective que le cheveu crépus n'est pas le bon cheveu. Malgré tout, hein. Malgré le temps, malgré les avancées technologiques, malgré tout ça, ça persiste encore, tu vois. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a quand même eu un mouvement de valorisation. Et moi, ce que je vois quand même dans l'espace public, c'est qu'il y a 10 ans, il n'y avait presque pas de cheveux crépus dits naturels. Aujourd'hui, même parmi les enfants, il y a quand même beaucoup plus il y a beaucoup plus de. Enfin, je pense qu'il y a plus de références aussi pour ces enfants. Il y a quand même plus d'artistes noirs français qui sont plus visibles. Mais après, c'est vrai qu'il y a tout un enjeu autour du traitement de ce cheveu, des savoir-faire. C'est vrai que le savoir-faire. Et on peut supposer aussi que il y a eu moins de recherches scientifiques autour du cheveu crépus que du cheveu lisse. Donc je crois que ça fait l'objet de disputes aussi au sein de ce marché entre les petits entrepreneurs, une industrie cosmétique, des experts du cheveu, que ce soit des dermatologues ou des coiffeurs. Ah oui, il y a aussi le problème de la peau. Aussi noir, c'est un ensemble, autant les cheveux, mais aussi la peau noire sont concernés en fait. D'accord, ok. Et là, dans ta thèse, t'en es où du coup? Là, sur la fin, j'espère. Tu arrives enfin. Ok, d'accord. Et ça a pris combien de temps pour le réaliser? Là, j'ai commencé il y a 5 ans. Ah ouais, quand même. On est sur un travail de 5 ans.
Voilà. J'imagine que tu attends à la fin, quoi. Ouais. Ok, c'est cool. Et ensuite, qu'est-ce que tu penses faire? Moi, j'aimerais bien continuer dans la recherche. Ouais. Ça m'intéresse. Toujours dans le même sujet ou, Je sais pas encore. pas encore? On verra. Ok. Moi aussi, bon, je te souhaite bien sûr que de la réussite, ça c'est sûr. Merci d'avoir voulu échanger avec moi. Tu m'as appris énormément de choses. Et écoute, je te souhaite de la réussite pour ta thèse. Merci Et, beaucoup. voilà. Merci à toi. En tant que doctorante en anthropologie, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment cette question de la transmission de savoir-faire. Et je pense que pour les parents, déjà d'apprendre à traiter le cheveu et prendre soin du cheveu de leur enfant, c'est plus qu'une question de beauté. C'est pas quelque chose de superficiel. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la construction de la confiance en soi et aussi d'une identité noire qui est importante aussi pour évoluer dans nos sociétés aujourd'hui. Quand on n'est pas représenté, on se sent toujours différent, mais différent dans le sens, pas forcément d'un point de vue positif, mais exclu. Dans le sens où quand on nous présente une norme qui est censée représenter tout le monde, mais qui ne nous représente pas, cette norme-là, elle devient excluante dans le sens où on ne se sent pas inclus dedans. On a toujours l'impression d'être un peu de côté dans les marges. Ouais, c'est ça.